madame, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Et bienvenue donc à cette troisième conférence du cycle Le goût de l'avenir. Donc une troisième conférence qui aura un format un petit peu particulier car elle sera plus dense et plus concentrée car Thierry Pêche doit nous quitter à 20 h, donc nous n'allons pas perdre une minute pour démarrer cette conférence. Donc le thème de ce soir est crise européenne ou crise mondiale ou point d'interrogation. Et point d'interrogation, ça tombe bien car Jacques, je crois que vous avez une question à nous poser. Exactement, j'ai une question à vous poser qui va être la suivante. Pensez-vous que la crise peut se résoudre d'abord au niveau mondial ou d'abord au niveau européen ou, troisième possibilité, d'abord au niveau local? Pour répondre à cette question qui est à 3 entrées, vous avez, et je vais vous mettre à contribution physique pour pouvoir répondre, afin de pouvoir compter votre posture et vos positions diverses. Pour répondre à la première partie, si vous pensez que la crise peut d'abord se résoudre au niveau mondial, vous allez vous mettre debout avec les bras levés. Si vous pensez que... Alors on va le faire tous ensemble en même temps. Merci, un petit instant. Si vous pensez que c'est d'abord au niveau européen, vous allez vous lever et mettre les bras devant. Et si vous pensez que c'est d'abord au niveau local que la réponse se joue, vous allez vous placer debout avec le petit toit de la chaumière sur la tête. Vous êtes prêts pour répondre à la question? Mondial, européen, local. Mondial, européen, local. Réponse à la question. Pensez-vous que la crise peut d'abord se résoudre au niveau mondial, européen, local? Et c'est parti. Ne bougez pas. Nous passons donc au comptage. Catherine va compter les personnes au niveau local, Michael au niveau mondial et moi au niveau européen. Ne bougez pas, attention, on n'a pas fini de compter. Ça y est? Merci. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui pensent que la crise peut se résoudre d'abord au niveau mondial, Vous êtes 21 personnes. vous êtes 22 à penser que la crise peut d'abord se résoudre au niveau européen. Et vous êtes 26 à penser qu'elle peut se résoudre d'abord au niveau local. Merci beaucoup de votre contribution. Nous venons de mettre un pied dans cette conférence et il est important de se poser une question. L'Europe. L'Europe. Comment va-t-elle? Quel est son état? On est en train de la perdre. Dégagez. Docteur, Oui. on frôle la récession. Ah. Malgré toutes les liquidités que j'ai réussi à lui transfuser, je crois que je n'arrive pas à passer la barre des 3% de déficit. Son taux de croissance est au plus bas. Quand elle était réveillée, elle se plaignait d'avoir mal à la tête. Qu'en dit le neurologue? Le neurologue nous a dit que son taux d'euro était trop fort. Ah, ça. C'est l'âge, docteur, c'est l'âge. Eh, Et en plus, elle n'arrive pas à coordonner ses membres. tiens. J'ai la réponse, je sais, c'est simple, mais c'était très clair. Et il lui faut un remède à base, comment dire, d'écologie, un remède à base de plantes, d'homéopathie. Mais voilà, elle est en sur-régime, mettez-la au vert. S'il vous plaît, là, on est en pleine crise, d'accord? On est en crise, moi. Pour remède homéopathique, on verra ça plus tard. Merci. C'est la crise, là, docteur. Par les producteurs, Lehman Brothers et Standard & Poor's, par le réalisateur de Wall Street, une super production intitulée « De battre l'Europe s'est arrêtée ». Bonjour, monsieur le président directeur général. Je viens vous proposer les ordres de bourse du matin. Bonjour. PSA, Vendez. Sel. Renault, Vendez. Sel. Le Jabi, Vendez. Sel. Gandrange,
Achetez! Bye. Sinon, monsieur le président directeur général, une jeune industrie qui produit des éoliennes cherche des actionnaires. Seriez-vous intéressé? Investissez dans le produit pharmaceutique. Comment dire? Ah, c'est ça, je sais. Oui, les valeurs. Investissez, spéculez sur les valeurs premières. Oui, c'est ça. Matières premières, très bien. Merci, monsieur le président directeur général. Il n'y a plus rien. Ils ont vendu nos machines, tiens. On peut plus bosser, il n'y a plus rien. Comment on va faire pour travailler, nous? Tu crois qu'ils ont vendu la boîte aux Chinois? On est au chômage, c'est ça? Non. On est au chômage. Non. Appelle les potes. On va pas se laisser abattre, d'accord? On va pas se laisser renvoyer. On va se battre. Bing, viens ici. Oui, patron, je suis là. Bing, il va falloir redoubler d'efforts. Oui. Il va falloir que tu travailles encore plus, d'accord? Nous avons récupéré tous les marchés de l'Europe. Mais je travaille déjà 18 heures par jour, patron. Et alors, il te reste 6 heures, d'accord? Tu peux encore travailler pour construire des jouets pour les enfants. Est-ce que je peux avoir un yuan de plus par jour, s'il vous plaît? C'est pour donner à mes parents. S'il vous plaît, patron. Non! Et tu vas faire quoi? Tu vas te plaindre au syndicat? Il y en a pas. Oh, papy. Oh, c'est exactement le jouet que je voulais pour Noël. Merci, papy. Ah, je suis trop content. Oh là là. Par contre, t'as vu, papy, tout le travail que j'ai, c'est Noël. J'ai plein de cadeaux de Noël. Tout le travail que je vais avoir pour ouvrir tout ça. Tu sais, petit, comment dire, pour sortir de la crise et pour survolter l'économie, ça passe par la consommation. C'est ça, il faut consommer. Et voilà, De battre, l'Europe s'est arrêtée. Sauront-ils la sauver? Docteur, c'est une urgence. Il faut prendre une décision. Ah, je sais, une décision. Il faut absolument que la famille se mette d'accord si on ampute ou non la Grèce. Tiens, ils sont juste à côté, je vais aller leur demander. Demandez-leur. il est hors de question que je m'occupe des pauvres. J'ai autre chose à faire. Dankeschön, je m'exporte très bien, merci. Mon chômage est raisonnable, ça va, Dankeschön. Bonjour, j'ai appris que la Grèce est à vendre. Non, elle n'est pas à vendre. C'est toi qui me... Non, Pas. Mais vous n'êtes pas de la famille, vous? à vendre, la Grèce? Ah, en même temps... Oh, docteur, regardez. Oh. Je crois qu'elle revit. Il y a peut-être un petit espoir, alors. On va... Laissons-la se reposer. Voilà. On revient. Voici les nouvelles fraîches de l'Europe. Merci beaucoup. Pour continuer, je tiens à présenter la directrice culture scientifique et technique du CNAM. J'appelle et applaudissements Céline Arfouette. Allô? 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 Faut appuyer longtemps. J'appuie longtemps. Et ça fait. Vous m'entendez? Je vais le faire sans micro, c'est pas grave, je vais essayer de parler fort. Donc, juste d'abord, bonsoir et merci d'être venus encore si nombreux à cette conférence du goût de l'avenir. Après avoir abordé fin novembre avec Massimo Amato la question de la réforme monétaire et des monnaies locales, on a choisi d'aborder ce soir le thème de la crise. Et pour ce faire, on a sollicité Thierry Pêche qui a accepté malgré un emploi du temps très chargé, vous l'aurez compris,
d'intervenir. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Quelques mots peut-être pour mieux vous connaître et pour partager ça avec le public. Vous avez été dans une autre vie, conseiller, je prends mes notes, je n'ai pas toujours peur de dire les bêtises, conseiller économique et social à la CFDT. Vous avez occupé le poste de secrétaire général de la République des idées de sa création jusqu'à 2007. Vous êtes aujourd'hui directeur de la rédaction d'Alternatives économiques et PDG de la société qui édite le titre. Et parmi vos publications, puisqu'il y en a de nombreuses, vous avez notamment sorti au Seuil en 2011 un ouvrage que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur la table de Grand Ouest à la sortie, qui s'appelle Le temps des riches, anatomie d'une sécession. Thierry, je vous invite à nous rejoindre. Applaudir notre Bonsoir à tous. Ça marche? Vous m'entendez bien? Bravo aux comédiens. C'était plus réaliste que ça en avait l'air, malheureusement. Et on espère que la fin que vous avez imaginée sera la bonne, que ça finira comme en France souvent par une chanson. Mais on est très loin de la fin. Donc c'est pourquoi je vous propose de ne pas nous précipiter vers la fin, mais de faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé depuis maintenant 5 ans, puisque comme vous le savez, fin 2008 a éclaté la pire crise économique de l'histoire des pays développés depuis 1929, et beaucoup d'économistes aujourd'hui hésitent à affirmer qu'elle est moins grave que celle de 29 parce qu'elle lui ressemble tout de même pas mal par sa gravité. Un économiste a dit, nous vivons la grande récession au ralenti, nous vivons la crise de 29 au ralenti. Et je crois qu'il n'avait pas forcément tort. Alors, crise européenne ou crise mondiale, pourquoi ce titre? Parce qu'on parle énormément de ce sujet dans les médias, dans les milieux économiques, dans les milieux politiques, et cette crise, est alternativement qualifiée de européenne, de mondiale, de crise financière, de crise de la dette. Et au fond, on a du mal encore aujourd'hui à en situer l'épicentre. Et j'ai voulu, devant vous ce soir, vous proposer une réflexion qui consiste à montrer, je vous donne la réponse avant de dessiner le chemin de l'argumentation, qui consiste à montrer que la crise européenne n'est que la version régionale et locale d'une crise mondiale qui repose sur des déséquilibres, qui sont des déséquilibres maintenant systémiques, qui se sont mis en place il y a environ 20 à 30 ans, et dont on peine à sortir. Grosso modo, et je m'y attarderai plus longuement tout à l'heure, d'un côté, des économies émergentes qui ont éclaté au grand jour, qui ont décollé dans les années 80 et 90, qui ont fait énormément d'excédents commerciaux, et qui, au lieu de redistribuer les richesses ainsi produites à leur population, à leurs salariés, les ont en général placées sur des marchés financiers, ont acheté de la dette publique occidentale, des bons du Trésor américain ou autre chose, et ont fait ainsi affluer vers l'Occident des quantités de capitaux absolument fantastiques. Et dans le même temps, de l'autre côté, des économies occidentales développées, industrialisées, qui ont vécu avec un déséquilibre, on dit techniquement un déséquilibre de la balance des paiements, c'est-à-dire qu'elles consommaient plus qu'elles ne produisaient, et elles s'endettaient pour pouvoir continuer à vivre de cette manière. Et comme les capitaux arrivaient des économies émergentes sur les marchés des économies développées, il n'y avait pas de problème, en tout cas pas de problème apparent. Et ce sont ces déséquilibres, c'est ce jeu, ce tango à deux, si vous voulez, entre émergents et industrialisés, qui est en train d'éclater et qui pose de très sérieuses questions, pas simplement aux Européens, aux Américains, aux Japonais, mais aussi aux Chinois, aux Brésiliens, aux émergents, qui vont devoir eux aussi s'interroger sur leur modèle de développement. Et je vous propose de revenir dans un premier temps sur ce qui s'est passé, alors je cherche ma souris, je vais prendre celle-là, sur ce qui s'est passé il y a maintenant 5 ans. Tout commence avec une bulle. Et la bulle a sa mécanique. Vous voyez, sur le disque de gauche représente le gonflement de la bulle. C'est la période où tout le monde croit que les arbres montent jusqu'au ciel. Et le disque de droite représente le dégonflement de la bulle. La bulle
c'est toujours comme ça, se dégonfle encore plus vite qu'elle ne gonfle. Alors comment ça marche une bulle? Ça marche sur une croyance. Au départ, il y a la croyance qu'un actif, l'immobilier, les appartements, les maisons, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une matière première, ça pourrait être quantité d'objets, ça pourrait être de l'or. La croyance que cet actif va s'apprécier dans le temps. C'est-à-dire qu'il vaudra plus cher demain qu'aujourd'hui, il vaudra plus cher après-demain que demain, etc., etc. Et cette croyance fait que cet actif devient très attractif. Si vous voulez, la bulle fonctionne sur un principe qui est le contraire de la théorie habituelle des prix. Dans la théorie habituelle des prix, plus un bien se renchérit, plus la demande pour ce bien va se tasser et les consommateurs vont chercher des produits de substitution ou bien vont arrêter d'acheter ce bien parce qu'il devient trop cher. Et donc il y a une régulation par le prix. Dans la mécanique des bulles, c'est exactement le contraire. Plus un truc est cher, plus tout le monde le veut. Parce qu'on pense qu'il sera encore plus cher demain et que c'est un bon investissement à faire. Donc vous avez cette croyance sur l'appréciation de l'actif. Ici, dans le cas présent, en 2008, c'était l'immobilier, singulièrement l'immobilier américain, mais vous verrez que la crise immobilière américaine n'est qu'un exemplaire d'autres crises immobilières qui ont vu le jour dans le monde. Comme on pense que l'actif va continuer à s'apprécier, le rapport de dette sur actif, vous êtes peut-être propriétaire, donc vous possédez quelque chose qui a une valeur et vous vous êtes endetté pour l'obtenir. Si la valeur de cette chose dépasse, en tout cas en apparence, le volume de dette que vous avez un ratio dette sur actif qui est bon, qui est rassurant. Bon. Comme cet actif, là l'immobilier en l'occurrence, est censé s'apprécier sans cesse, votre rapport dette sur actif, il est plutôt bon. Et ça va nourrir aussi la prise de risque. Comme le rapport dette sur actif est bon, le risque apparent est bas. On considère que finalement, vous ne prenez pas beaucoup de risques à continuer à jouer, à continuer à acheter de cet actif. Et là, il y a un élément qui entre en jeu, c'est l'innovation financière. Et l'innovation financière, dans les années 90, elle a pris la forme de la dérégulation, de la libéralisation générale des marchés financiers. C'est-à-dire que les règles qu'on avait mises en place 50, 60, 70 ans avant ont toutes été levées ou desserrées. Si bien que les marchés financiers ont pu jouer avec des bouts de papier d'une manière assez étonnante. Alors, je vous raconte une histoire qui vous a sans doute été déjà racontée il y a maintenant quelques années, mais ça a marché comme ça sur les crédits hypothécaires américains, les crédits subprime. En gros, on est allé voir des gens qui n'étaient pas forcément solvables en leur disant « Vous voulez devenir propriétaire, vous n'avez pas un sou, c'est pas grave, je vais vous prêter cet argent et pendant 2 ans, vous ne me rembourserez pas, mais dans 2 ans, vous commencerez à rembourser. » Donc on a pris des risques. Hein. C'est ce qu'on appelle en économie le paradoxe de Minsky, ce qu'on appelle le paradoxe de la tranquillité. Tout allait bien, cette période a été qualifiée parfois de période de grande modération. Et c'est dans ces périodes-là qu'on prend les risques les plus fous. Hein. Et donc le risque fou pris par la finance a été d'aller chercher des clients peu solvables, de faire des crédits à risque en s'efforçant de diluer le risque. Voilà. Donc on est allé chercher ces gens qui n'étaient pas forcément solvables, on leur a dit c'est pas grave que vous n'ayez pas de sous aujourd'hui, vous me rembourserez plus tard. Et puis on a pris, donc on a scellé ces crédits et la perversité du jeu tient au fait que la personne le banquier qui délivre le crédit n'est pas celui à qui le crédit sera remboursé. C'est-à-dire je vous prête 100 euros aujourd'hui. Vous me signez un papier, mais moi demain je vais aller revendre le papier à quelqu'un d'autre. Donc à la limite que vous ne remboursiez pas n'est plus mon problème, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Et puis ce petit papier qui dit que vous me devez 100 euros, on va le découper en 100 petits papiers de 1 euro qu'on va mélanger avec des gros papiers très sûrs. Hein, c'est ce qu'on appelait la titrisation, qu'on va packager dans des opérations financières complexes et qu'on va revendre à d'autres encore. Et donc, ce qu'on a appelé les actifs toxiques, c'est-à-dire les crédits à risque qui étaient compris dans ces gros packages financiers, se sont ainsi répandus à travers le monde dans quantité d'institutions financières, si bien que moi j'ai un souvenir très précis, je me souviens d'un débat, c'était fin 2007, c'était même avant la crise, il y avait eu une première alerte sur les actifs toxiques, et on disait, les Allemands sont en train de se demander combien ils ont d'actifs toxiques dans leur banque, ils ne le savaient pas, parce que le truc est tellement dilué que bon. Mais la dilution du risque fait partie de la dissimulation précisément du danger. Donc ces stratégies d'innovation financière ont été un des outils pour rendre le risque inapparent. Comme cet actif s'apprécie, le crédit vient sur ce marché,
Donc il y a une bulle de crédit, hein, il y a énormément d'argent qui vient se placer sur ce marché, et ça entretient la boucle. Mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, à un moment, la mécanique se retourne. Alors, qu'est-ce qui fait que la mécanique se retourne? Ça peut être quantité d'événements apparemment anodins, mais qui vont se traduire par une multiplication des défauts de paiement, des défauts de remboursement. Et là, tout à coup, la peur s'empare du système. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis à partir de la fin 2007 et jusqu'à la fin 2008. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est très simple. Le rapport dette sur actif se dégrade. En réalité, ce qui passait pour être un signe de bonne santé commence à être un signe de mauvaise santé. Le risque perçu augmente. On prête moins d'argent. Et comme on prête moins d'argent, la demande pour l'actif diminue, la valeur de l'actif diminue. Et là commence un processus d'accélération. C'est-à-dire que ces actifs que tout le monde voulait posséder, tout à coup, tout le monde veut s'en débarrasser. Et c'est ce moment qui est très dangereux pour l'ensemble de l'économie, puisque c'est la patate chaude dont il faut se débarrasser très vite. Comme tout le monde essaye de s'en débarrasser très vite, le prix de l'actif tombe aux enfers extrêmement vite, c'est-à-dire il tombe à des niveaux qui sont inférieurs à sa valeur raisonnable, disons. Et la panique commence. C'est une bulle de ce type qu'on a vu éclater en 2008. Empiriquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était la théorie. Alors maintenant, voilà des éléments qui, empiriquement, vous montrent à peu près ce qui s'est passé. Vous avez sur le graphique de gauche, ici, l'endettement des ménages en pourcentage du revenu disponible. Et vous voyez que pour la plupart des pays qui sont mentionnés ici, France, Allemagne, États-Unis, Italie, Espagne, Japon, Royaume-Uni, zone euro, les ménages se sont beaucoup endettés. Ils se sont beaucoup endettés, notamment pour se loger. Vous allez voir sur le tableau de droite. Donc jusqu'en février 2007, vous avez une croissance de la dette privée. La crise qu'on a vécue n'est pas une crise de la dette publique. À l'origine, c'est une crise de la dette privée. Vous savez que, enfin, si vous ne savez pas, il faut absolument que vous reteniez, ça vous aidera à comprendre un certain nombre de débats économiques dans les semaines qui viennent, que ce qui compte dans la dette d'un pays, c'est pas seulement la dette de ses administrations publiques. C'est l'addition de la dette de ses administrations publiques, de la dette de ses ménages et de la dette de ses entreprises. C'est l'addition de ces trois dettes qui va, bien situer, bien figurer son niveau d'endettement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, y compris dans des pays dont les finances publiques sont bien gérées, ça va être le cas de l'Espagne, de l'Allemagne, il y a une explosion de l'endettement privé. Voilà. Enfin, l'Allemagne n'est pas tout à fait dans ce cas-là, puisque on voit que l'endettement privé est plutôt sur le reculoir. Et à partir de 2008, on a au contraire un mouvement de désendettement qui s'amorce assez violemment. La corrélation avec le tableau de droite est assez évidente, c'est-à-dire que ce qui tire cet endettement des ménages, c'est d'abord l'envolée des prix du logement. Vous voyez que dans la plupart des pays qui sont représentés ici, Irlande, Royaume-Uni, Espagne, France, États-Unis, Allemagne, Japon, si on met l'Allemagne et le Japon de côté, dans la plupart des pays, l'indice des prix du logement, qui est en base 100 ici en 95, n'a cessé de s'apprécier au point que, par exemple, pour un pays comme l'Irlande, en quelque chose comme 10 ans, l'augmentation a été de 450%. Donc on a affaire à une machine folle qui traduit bien empiriquement ce que je vous ai montré dans la mécanique des bulles. Voilà, ça c'est les prix de l'immobilier en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la France entière. Vous voyez que ici vous avez la courbe américaine. Hein, il y a un pic à peu près en 2006, puis les prix immobiliers s'effondrent et par effet d'enchaînement, ensuite c'est le tour du Royaume-Uni, puis l'Espagne et la France. Alors la France a une courbe un peu bizarre, on y reviendra peut-être tout à l'heure, puisque vous avez un mouvement de décrue et une reprise ici. La France a une triste caractéristique, c'est que c'est un pays où il y a une bulle immobilière, mais contrairement aux autres pays, elle n'a pas encore éclaté. Donc on a tous les inconvénients et aucun des avantages des autres, si vous voulez. Parce qu'au moins quand les bulles immobilières éclatent, c'est pas trop cher, pas trop dur de se loger. Ça fait mal au moment où ça éclate, mais finalement après, bon, pour vous donner un ordre de grandeur, le mètre carré en France vaut à peu près aujourd'hui en moyenne 3 800 €, il vaut 1 300 € en Allemagne. Il y a la différence. Bon, les Français payent très cher pour se loger. Et je pourrais montrer d'autres données qui traduisent la même chose pour les locataires. Si on regarde la part du logement dans le budget des ménages,
la France était un peu au-dessus de la moyenne européenne. Elle est nettement au-dessus de la moyenne européenne aujourd'hui, en 10 ans, alors qu'en Allemagne, au contraire, l'Allemagne est passée sous la moyenne européenne. Ça a des répercussions importantes sur la compétitivité. Alors comment cette crise, c'est d'abord, ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'était un problème d'économie financière finalement, c'est un problème d'éclatement d'une bulle de crédit. Comment cette crise s'est transmise de l'immobilier à l'ensemble de l'économie financière, puis de l'économie financière à l'économie dite réelle? C'est assez simple, vous avez eu donc sur le marché du crédit immobilier, excusez-moi parce que la souris fait sauter les slides, vous avez eu une série de défauts de remboursement, ici, qui a entraîné une dépréciation de la valeur des titres qui étaient adossés aux créances immobilières. Donc CDO, ABS, MBS, ce sont des produits packagés, je m'arrête pas techniquement sur leur composition, mais ce sont des produits dans lesquels il y avait des actifs toxiques qui, à ce moment-là, se sont dépréciés. Ça a entraîné une crise de confiance et de dépréciation des actifs, notamment qui étaient dans le bilan des banques. Et là, c'est absolument fondamental, comme les banques se sont dit, finalement, on croyait posséder des valeurs qui sont inférieures à ce qu'on pensait, elles ont cessé de se prêter entre elles. Alors vous savez que les banques ne cessent pas de se prêter de l'argent entre elles, sinon le système ne marche pas. Il faut qu'elles se prêtent des liquidités, hein, ce qu'on appelle le marché interbancaire. Et quand les banques cessent de se prêter entre elles, il y a une contraction du crédit, ce qu'on appelle un credit crunch, un effondrement du crédit, qui est le maillon qui va, relier cette crise qui jusqu'ici est financière à l'économie réelle. Puisque si les banques cessent de prêter de l'argent, il y a une très grande quantité d'investissements qui ne peuvent pas avoir lieu. Et donc l'économie cesse de créer de l'activité, des emplois, de la richesse. Donc cette contraction du crédit s'est traduite par une contraction de la consommation et notamment de la consommation liée au logement. Ça a entraîné, ou ça aurait dû entraîner, parce que ça n'a pas été le cas partout, décidément, voilà. Ça a entraîné une contraction des volumes et des prix, etc. Et la boucle est bouclée. Voilà le mécanisme de contagion. Donc on a vécu, à partir de 2008, une récession sans précédent. Alors évidemment, ce graphique, il a l'air anodin parce que, vous voyez, la récession, elle est là, ici. Bon. Je vais arrêter avec celle-là parce que ça ne va pas du tout. Est-ce que l'autre marche? Non, ça ne marche pas non plus. Bon. Donc vous avez ici... Si vous aviez un petit tapis pour la souris, ce serait parfait. Donc ici, la récession. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez, la courbe bleue, c'est la courbe de la croissance du PIB mondial. Et la courbe rouge, c'est la croissance du PIB des pays industrialisés. Elle n'est pas en base 100 en 70, elle est en base 100 en 1980. C'est une erreur que j'ai commise. Ce qui se passe au début des années 80 est fondamental. C'est-à-dire que la croissance des pays industrialisés passe sous la croissance mondiale. C'est-à-dire qu'ils croissent moins vite. Ils commencent à décrocher très légèrement par rapport aux émergents qui, eux, au contraire, accélèrent. Les deux courbes sont, vivent le même mouvement, mais de plus en plus décalés. Et cet écart ici, il est absolument considérable à l'échelle des différentes régions du monde. Et cette récession-là, elle est elle-même assez considérable. Alors, super, merci. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà. Dernier élément. C'est assez ramassé, mais on aura comme ça l'essentiel pour passer à la suite. Comment cette crise s'est transmise aux finances publiques, comment elle est devenue une crise dite de la dette souveraine. Contrairement à ce qui s'était passé en 29, les grands pays industrialisés, en 2008-2009, ont bien réagi. Ils se sont mis autour d'une table, on a créé le G20, et ils ont décidé de faire une politique de relance coordonnée. C'est pas du tout ce qui s'était passé en 29. En 29, chacun avait joué sa partition, on avait eu la guerre des monnaies, etc. C'était très très mal passé. Là, ils ont la bonne réaction, ils disent, bon, on va coordonner nos politiques et on va faire un gros effort de relance, plus ou moins gros selon les situations, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation, mais on va mettre de l'argent public sur la table pour relancer la machine. En France, ça a été la prime à la casse, toute une série de mesures de ce type.
Ailleurs, ça peut être des mesures des grands chantiers, des travaux publics, des choses comme ça. Toujours est-il que la politique keynésienne de relance, qui avait très mauvaise presse à cette époque, tout à coup s'est trouvée rajeunie et elle a été donc utilisée par quantité de pays occidentaux. Mais évidemment, à partir de ce moment-là, il a fallu donc faire de la relance, sauver le système bancaire, parce que si le système bancaire s'effondre, tout s'effondre. Donc certains pays ont nationalisé des banques. Hein, ça me fait un peu rire, vous savez, les débats sur les nationalisations aujourd'hui, comme si c'était une décision économique archaïque. Le dernier pays européen qui est nationalisé, c'est pas l'URSS, hein, c'était la Grande-Bretagne en 2009 qui a racheté des banques. Bon. Et puis les États-Unis qui ont racheté General Motors. Bon. Donc les États ont fait un gros effort financier et évidemment ça s'est traduit par une dégradation de leur solde budgétaire et de leur compte public. Vous avez là sur le graphique de gauche le poids de la dette publique rapportée au PIB. Alors la courbe folle bleue là, c'est le Japon. Hein, je m'arrête pas là-dessus, mais c'est une dette assez particulière parce que c'est une dette qui est détenue par les Japonais eux-mêmes, donc il y a des taux assez bas. Bon. Mais pour tous les autres, ça, vous voyez, la période qui s'ouvre en 2008 est une période de très forte croissance de la dette publique rapportée au PIB. Vous voyez qu'un pays comme l'Italie, qui a toujours eu une dette sur PIB assez élevée, retrouve ses niveaux historiques en 2010, c'est-à-dire à peu près entre 120 et 130%. Là, vous avez les États-Unis, hein, qui sont pas loin de 100%. Non, c'est ça. Là, c'est les États-Unis, au-dessus de 100%. Mais l'Allemagne, la France se tiennent à des niveaux eux-mêmes très élevés et venaient de beaucoup plus bas. Sur le tableau de droite, vous avez les histogrammes bleus sont les histogrammes qui correspondent à la situation de la dette publique rapportée au PIB en 2007 et les histogrammes rouges, la dette publique rapportée au PIB en 2011. Vous voyez que partout, la dette publique a explosé. Dans un pays comme l'Irlande, par exemple, ils avaient 25% de dette sur PIB et ils sortent de la période 3 à 4 ans plus tard à plus de 100%. Un pays comme la Grèce a été à plus de 100% et monte à plus de 150%. Donc il y a une vraie transmission des déséquilibres au domaine de la finance publique. Ça, c'est un graphique qui concerne la France, qui est très intéressant, parce qu'il va permettre de passer au chapitre suivant. Vous avez la zone rose ou rouge, là, c'est la dette publique rapportée au PIB. Donc la bonne échelle est à gauche. Hein. Ici, vous êtes à presque 90% de dette sur PIB. Et la courbe jaune, c'est la charge de la dette, c'est ce que vous coûte la dette chaque année. Et l'échelle est là. Donc en 2012, la dette publique coûte quelque chose comme 2,1% du PIB à l'État français. On a connu bien pire. Hein. En 95, on est au-dessus de 3% du PIB en charge de la dette. C'est très intéressant ce graphique parce que vous voyez, le stock de dette, il ne cesse d'augmenter. Il accélère violemment avec la crise qui commence ici, vous voyez, mais il avait déjà connu des niveaux très élevés. Quand Mitterrand prend le pouvoir en France en 81, on est à 20% de dette sur PIB, c'est-à-dire 3 fois rien. En revanche, l'autre courbe n'a pas du tout la même forme. La charge de la dette ne cesse de s'élever jusqu'au milieu des années 90 et elle décroît après. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle décroît? Pourquoi c'est moins cher de s'endetter à partir du milieu des années 90? Il y a un facteur qui joue très, très lourdement sur cette courbe, c'est la mise en place de la monnaie unique. La création de l'euro, qui va entrer en vigueur en 2000, mais qui est dans les tuyaux. La création de l'euro s'accompagne de critères, les critères de Maastricht, donc pas plus de 3% de déficit public, pas plus de 60% de dette sur PIB. Les 60%, vous voyez, ils sont là. On y est à cette période, on a fait l'effort, on a arrêté la hausse, il fallait entrer dans les critères de Maastricht. Et on a pris un certain nombre d'engagements qui rassurent beaucoup les marchés financiers, lesquels se disent, bon, les Européens qui sont candidats à entrer dans la zone euro vont former une zone relativement cohérente et homogène. Et les taux baissent, on va commencer à prêter à la France à des taux voisins très proches de ceux de l'Allemagne. Donc la charge de la dette va diminuer. Mais voilà, la fin de l'endettement sans pleurs apparaît ici, puisque vous voyez, la courbe remonte. Elle avait déjà eu ce mouvement de redressement ici, et elle remonte de manière assez significative là. Alors, la suite du film, qui n'est pas écrite,
serait plutôt à la baisse, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, l'État français s'endette à taux négatif à court et moyen terme. Mais je laisse de côté ça. Donc transmission de la crise aux finances publiques et début de ce qu'on va appeler la crise des dettes souveraines en Europe. Alors passons à l'Europe. Est-ce que c'est une crise européenne? Vous voyez qu'elle a des origines qui ne sont pas européennes, mais est-ce que la crise qui aujourd'hui tient l'Europe est spécifique à son contexte, aux règles qui l'animent, à sa monnaie, etc. Alors ça, ce graphique-là, c'est le cauchemar quotidien des responsables européens aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les spreads. C'est les écarts de taux d'intérêt sur les marchés obligataires de dette publique entre les différents États. En gros, là vous avez la Grèce qui est à peu près à 17% en mai 2011, et tout en bas vous avez l'Allemagne qui est à 2% ou quelque chose comme ça. Donc vous avez un écart d'à peu près 15% entre la Grèce et l'Allemagne. Le spread entre la Grèce et l'Allemagne, c'est 15%. Bon. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est ce qui s'est passé là, dans cette zone-là. Qu'est-ce qui a fait que des pays qui étaient aussi divergents au début des années 90 se sont trouvés complètement convergents pendant quasiment 10 ans dans les années 2000? Et qu'est-ce qui a fait qu'ensuite ils ont retrouvé leur divergence? Ça, c'est l'euro. C'est la monnaie unique. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces pays ont passé un pacte, ils ont dit voilà, on va être sérieux, on va respecter les critères de Maastricht, tout va bien se passer, il n'y aura plus de mauvaises surprises, il n'y aura plus de dévaluation compétitive à l'intérieur de la zone euro. Donc il n'y a pas de risque à prêter à ces pays-là, puisqu'ils sont entrés dans une zone de stabilité et de convergence. Et notre innovation financière en Europe, ça a été l'euro. C'est l'euro qui a caché un certain nombre de déséquilibres qui, par ailleurs, continuaient à se creuser et qu'on va voir apparaître. Donc, on a eu une politique monétaire unique pour des pays qui, en réalité, restaient très différents, ce dont on allait à nouveau se rendre compte. Alors, les cigales et les fourmis. Dans le même temps, il se passe un certain nombre d'événements qui, à l'époque, n'inquiètent pas et qui vont s'avérer extrêmement préoccupants. Vous avez sur le tableau de droite les taux d'intérêt réels en pourcentage de 96 à 2008 pour un certain nombre de pays. Taux d'intérêt réel, ça veut dire que ce n'est pas les taux d'intérêt nominaux, ce n'est pas les taux d'intérêt qui figurent sur votre courrier avec la banque, c'est le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Si vous empruntez à 2% dans un pays où il y a 2% d'inflation, en réalité, l'argent ne vous coûte rien. Vous avez un taux réel de 0. Si vous empruntez à 1% dans un pays où il y a 2% d'inflation, au contraire, vous gagnez de l'argent, vous avez un taux d'intérêt réel négatif. Ce qui est significatif, c'est tout ce qui est en dessous du zéro. C'est-à-dire, c'est le taux d'intérêt réel négatif. Et vous voyez là des pays comme l'Irlande, ici l'Espagne, ici la Grèce, ici le Portugal. Ce sont des pays où en réalité, l'inflation dans ces années-là est assez soutenue pour que les taux d'intérêt réels soient négatifs. Et donc l'argent est quasiment gratuit. C'est pas difficile quand on était espagnol en 2000, quand on est même un petit peu plus tard, et 2002, voilà, l'Espagne c'est à partir de 2002, d'aller emprunter de l'argent pour construire une maison sur la Costa Brava et se dire de toute façon ça me coûte rien. Bon, voilà. Donc vous avez un premier effet là qui est le phénomène de l'argent pas cher. Ici, dans le même temps, si vous voulez, c'est les besoins ou excédents de financement en pourcentage du PIB. Là encore, c'est le zéro qui compte. Quand vous êtes au-dessus du zéro, vous êtes en excédent. Quand vous êtes en dessous, vous avez un besoin de financement. C'est-à-dire que vous consommez plus que vous produisez pour schématiser au maximum. Et donc, vous avez besoin d'aller chercher de l'argent dehors. Et donc, sous le zéro, vous trouvez, et assez profondément sous le zéro, puisque un pays comme la Grèce, avant même d'avouer sa situation réelle en 2002, 2003, 2005, est à moins 10% de besoin de financement. Donc c'est des pays qui ont besoin d'aller chercher de l'argent sur les marchés financiers. Donc on a l'Espagne, le Portugal, la Grèce. La France se comporte pas trop mal, mais elle entre dans la zone de risque. L'Irlande glisse aussi. L'Allemagne, en revanche, reste au-dessus, mais à la faveur de politiques qui sont socialement extrêmement sévères.
Donc en réalité, la politique monétaire, elle a caché des évolutions économiques très divergentes sur le fond. Quelle était notre faute politique? Notre faute politique, c'est d'avoir eu des règles inadaptées. D'abord, on a laissé prospérer la créativité comptable. En Grèce, c'était manifeste. Vous savez qu'à partir d'octobre 2009, un nouveau gouvernement est élu en Grèce, et un de ses premiers gestes significatifs, c'est de dire « on est absolument désolé, mais ça fait 10 ans qu'on vous raconte n'importe quoi. En réalité, on a des finances publiques infiniment plus dégradées que ce qu'on vous a dit. » C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les clous des règles européennes. Mais prenons un pays qui n'a pas triché avec ses comptes, l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Donc vous avez vu, l'argent n'y était pas cher. Du coup, les ménages s'endettaient beaucoup. Là, vous avez la courbe d'endettement des ménages, alors même que les finances publiques étaient bien gérées. Ça, c'est la courbe d'endettement de l'État, des administrations publiques. Vous voyez que la gestion au seuil des années 2000 et jusqu'en août 2008 de l'État espagnol et de ses provinces, c'est une gestion rigoureuse qui tire la dette vers le bas. En fait, en réalité, on dit toujours la règle d'or, les Allemands, la règle d'or. Une des premières règles d'or en Europe, c'est en Espagne qu'elle a été mise en place pour contrôler les finances publiques des régions, des provinces, dont certaines étaient autonomes. Donc, effet de ciseaux, mais évidemment, ce qu'on surveille, c'est cette courbe-là, à Bruxelles, et c'est pas celle-là. Donc vous avez une explosion de l'endettement privé, alors même que ce qu'on regarde témoigne plutôt d'une baisse et d'une politique raisonnable. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la crise éclate, les finances publiques viennent au secours, d'une certaine manière, de la crise de la dette privée. Et donc il y a une transformation en dette publique de ce qui était de la dette privée, avec rachat de banques, etc. Alors l'Europe, à ce moment-là, est prise dans une tourmente importante. Le traité prévoyait un certain nombre de choses. Les critères de Maastricht, je l'ai dit, en termes d'inflation, de déficit, de dette publique. L'Allemagne avait demandé cette contrepartie pour renoncer au Deutschmark. Et puis on avait ajouté une règle assez étrange qu'on appelle le no bail-out dans les traités européens, qui était qu'on ne pouvait pas donner d'aide directe à un État membre et qu'on avait interdiction de monétiser la dette. C'est deux règles en réalité. Donc, la première, le no bail-out, signifie que si un État boit la tasse, on ne peut pas voler à son secours, on ne peut pas lui donner de l'argent pour qu'il s'en sorte. Et c'est ce qui a bloqué beaucoup les discussions autour du problème grec au début de la crise de la dette. Deuxième règle, interdiction de monétiser la dette. On ne peut pas demander à la Banque centrale d'acheter des titres de dette publique. La Banque centrale n'est pas là pour ça, elle est là pour lutter contre l'inflation. C'est écrit dans les traités, c'est écrit dans sa mission, elle ne peut pas y déroger. En réalité, elle va y déroger, parce que sinon, il y a bien longtemps que la zone euro aurait explosé. Mais il a fallu énormément de temps pour qu'elle consente à agir sur le marché de la dette publique. Et donc, l'idée, c'était que tout se passerait bien, parce que le pacte de stabilité était là pour ça, et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Alors, si on avait dû rester dans le pacte de stabilité, on devrait être tous dans cette partie du cadran. Voilà. Il reste la Finlande. Ce qui est assez mystérieux, d'ailleurs, il faudrait demander aux Finlandais pourquoi ils sont restés là alors que les autres avaient du banc. Et évidemment, cette zone-là aurait dû être la zone interdite. Et là, il y a tout le monde. Y compris l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, y compris les pays dits vertueux. L'épicentre, aujourd'hui, il est là. Donc, il n'est pas à 3% de déficit public, il est plutôt à 5%, et il n'est pas à 60% de dette sur PIB, il est plutôt à 80%. Alors, l'idée qu'ont eu les Européens, qui est une idée qui a l'air raisonnable et qui est totalement folle, c'était dire on va tous revenir dans cette zone-là fin 2013. Et pour passer de là à là, il faut s'imposer une politique d'une cruauté incroyable et qui a pour effet notamment de détruire toute activité économique. C'est-à-dire que vous avez joué au médecin tout à l'heure, mais là c'est plutôt le médecin de Molière. C'est le médecin qui tue le malade, à force de faire des saignées. Je pourrais revenir à ces questions de politique d'austérité, mais elles ont... oui, donc je prends un moment quand même pour m'y arrêter parce que c'est intéressant.
tous les politiques vous expliquent régulièrement, pour vous expliquer les finances publiques, ils vous disent, vous avez un ménage, vous voyez bien, vous ne pouvez pas dépenser plus que vous gagnez, et donc il faut gérer ça en bon père de famille. Quand vous avez des dettes, eh ben, il faut épargner, et puis combler vos dettes, et tout ira mieux. Sauf que cette métaphore fonctionne pas à l'échelle d'un État, parce que quand un État coupe dans ses dépenses publiques, il retire de l'argent du circuit économique. Idem lorsqu'il augmente les impôts. Vous prenez un euro qui est retiré à la circulation, à l'activité économique. Est-ce que ce geste, lorsque vous enlevez un euro, coûte seulement 1 euro à l'économie? Non, en réalité, il coûte plus cher. C'est la question qu'on appelle la question des multiplicateurs, des effets multiplicateurs de la dépense publique ou du multiplicateur budgétaire. En gros, de la même manière que lorsque vous dépensez 1 euro de plus, vous créez plus d'1 euro de richesse, parce que cet euro va circuler, il va être prêté, il va être investi, etc. De la même manière, dans l'autre sens, lorsque vous enlevez 1 euro, vous enlevez potentiellement plus de 1 euro. Mais combien? Il y a des débats d'école entre les économistes pour savoir quelle est la valeur du coefficient multiplicateur aujourd'hui. Il y a encore 1 an et demi, il y avait des gens pour dire que c'était pas grave, que le multiplicateur il était très faible, voire négatif. Alors ça c'est la situation rêvée par un certain nombre d'économistes orthodoxes, disons, assez mainstream, de la restriction expansionniste. Vous pouvez contracter votre budget et en même temps faire de la croissance. Regardez, le Canada l'a fait dans les années 80 ou 90, je sais plus, tel autre pays l'a fait, etc. Oui. Sauf que quand on regarde les pays qui l'ont fait effectivement, ils n'étaient pas du tout dans le contexte européen. Ils étaient dans un contexte où, en général, en même temps, ils faisaient une dévaluation et où ils étaient entourés de pays qui, eux, faisaient de la croissance. Donc, il y avait de la stimulation extérieure adressée à leur économie. Donc la croissance, la restriction expansionniste, ça marche pas vraiment. En revanche, ce qui est de plus en plus clair, et maintenant le débat est quasiment, enfin, il y a un peu plus de consensus aujourd'hui pour dire que les multiplicateurs, ils sont assez élevés. Et donc, lorsque vous faites des coupes dans les dépenses publiques, vous avez, c'est pas seulement -1, c'est -1 plus la croissance que vous détruisez. Et donc, c'est beaucoup plus violent que ça. C'est comme ça, si vous voulez, que la spirale récessive se met en place, parce que vous faites un ajustement budgétaire trop rapide, trop violent, qui tue l'activité économique. Quand vous dites, il faut absolument être à 3% de déficit public fin 2013, et donc je vais faire tant de coupes dans les dépenses, plus je rajoute tant d'impôts, vous risquez de ne pas y arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour la France. On sera à 3,5, 3,6 fin 2013, à coup quasiment sûr maintenant. Bon. Mais entre-temps, on aura tué la croissance. Et on ne sera pas à 0,8 de croissance, on sera à 0,4, 0,3, voire 0,2, voire 0 tout court. Bon. Ce qui est problématique. C'est ça, en tout cas, le débat sur la politique budgétaire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas revenir trop vite de cette zone-là à celle-là, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revenir, il faut se donner du temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, les États-Unis se sont donné 10 ans pour faire leur ajustement budgétaire. Ah, ils partent de loin, hein. Ils ont des finances publiques très dégradées. Mais ils se sont donné beaucoup plus de temps. Les Européens, Allemagne en tête, se sont donné 3 à 4 ans. Donc là, c'est du délire. C'est mon commentaire personnel, mais je l'assume. Donc, ce qui s'est passé, les marchés ont bien vu que la zone euro n'était pas du tout aussi homogène qu'elle le prétendait, et donc les spreads ont recommencé à éclater, et c'est tout ce qui se passe ici. À partir de juillet 2008, les destins de la dette publique des différents États européens se séparent. Ils se séparent grandement, puisque vous voyez, la Grèce, l'Irlande, le Portugal sont à des niveaux infiniment supérieurs à ce qui se passe pour l'Allemagne et la France tout en bas. Ça, c'est un résumé chronologique de ce qui s'est passé le long de la courbe des spreads. Tout ça, c'est les grands efforts qu'on a fait. Vous savez, c'est tous les sommets de la dernière chance, le FESF, le MES, la BCE, le LTRO, etc., avec les effets magnifiques là sur la courbe grecque et sur la courbe irlandaise, portugaise. Tout ça, c'est le trop peu, trop tard, trop lentement qu'avait formulé un célèbre ancien directeur général du FMI. Et de fait, il n'avait pas tort, au moins là-dessus. Alors, en même temps, on est sorti du truc, là, probablement, maintenant. On en est sorti en acceptant de faire ce qui était interdit, c'est-à-dire en monétisant la dette publique.
Je passe sur l'épisode du LTRO qui est un peu compliqué. C'est l'épisode lors duquel la Banque Centrale Européenne a décidé d'injecter d'immenses quantités de liquidités dans le système bancaire, de 300 milliards d'euros, je crois, de mémoire, à un tout petit taux, donc sur 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Ça n'a pas eu d'effet miracle sur le crédit. Et puis on en est venu à la dernière extrémité qui était de dire, d'accord, la Banque centrale, dans certaines conditions, la Banque centrale européenne va pouvoir intervenir sur le marché obligataire. Elle va pouvoir acheter des titres de dette publique pour soutenir la situation d'un certain nombre d'États en difficulté. Il faudra pour ça que les États aient demandé l'aide de Bruxelles et que donc qu'ils se soient agenouillés devant des plans, des conditions pas toujours sympathiques. Mais enfin, à partir de là, la BCE pourra agir de manière illimitée. Et ça, c'est très important. À partir du moment où Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, a dit « je peux agir de manière illimitée », sur les marchés financiers, tout le monde a commencé à réfléchir. C'est ce qu'on appelait le bazooka de Paulson. Paulson, c'était un responsable américain qui avait dit « quand vous avez un bazooka, c'est même pas la peine de vous en servir, il suffit de le montrer ». Donc, vous ouvrez votre manteau, vous dites « vous voyez, j'ai un bazooka ». Et donc Draghi, l'été dernier, à la fin de l'été, a dit, à la surprise quasi générale, je peux intervenir de manière illimitée. J'ai le bazooka. Alors, au début, on n'y a pas cru, parce qu'on s'est dit, les Allemands ne toléreront jamais ça, etc. Ils ont mis en place un système donc, de conditionnalité qui vaut ce qu'il vaut. On pourrait faire mieux, je trouve pas ça fantastique, mais de fait, à partir de là, les taux sur un certain nombre de marchés obligataires se sont détendus. Notamment pour l'Italie, qui était la grosse inquiétude, parce qu'en réalité, la Grèce n'inquiète pas beaucoup les Européens. Ils ont plutôt bien circonscrit le problème. En revanche, l'Italie, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est très lourd, c'est une grosse économie, et parce que les banques de la zone euro sont gorgées de dettes italiennes. L'Italie émet beaucoup de titres obligataires tous les ans, donc il y en a un peu partout. Si demain tout ça n'a plus de valeur, ça fait mal à tout le monde. Et c'est le système bancaire qui est menacé. Donc, le fait de pouvoir détendre les taux italiens sur la crédibilité du banquier central était extrêmement important. Draghi a joué cette partition assez bien, et donc on est entré dans une zone de plus grande tranquillité sur ce front-là, même si la partie n'est pas du tout jouée, parce que la démission de Monti, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, s'est accompagnée de nouvelles spéculations sur la dette italienne. Dans cette crise, on a commis plusieurs erreurs. On a commis, je résume, mais la principale d'entre elles a été de commencer par se dire il faut lutter contre l'aléa moral, c'est-à-dire il faut vraiment punir les Grecs. C'était la base continue de la discussion européenne à cette époque. Il faut sanctionner les Grecs, il faut faire passer l'envie à quiconque aurait envie de les imiter de prendre ce chemin. Donc il faut qu'ils payent. Et donc on est allé voir les Grecs en leur disant bon, on va vous prêter de l'argent, mais on prêtait à des taux qui étaient supérieurs au taux du FMI. C'est-à-dire que les envoyés de Bruxelles à Athènes étaient plus rigoureux et plus sévères que les envoyés du FMI qui n'ont pas toujours bonne réputation. Donc on a compris trop tard que c'était pas la bonne solution, que ça plongeait la Grèce dans une mouise encore plus profonde. Et que c'était pas comme ça qu'il fallait intervenir. Deuxième réaction, on a dit bon les déficits publics sont responsables de tout ça, il faut leur tordre le cou et il faut donc se précipiter dans des politiques d'austérité budgétaire à marche forcée qui vont ramener les déficits sous les 3%, c'est ce que je disais tout à l'heure. Seulement en allant trop vite, en faisant cet effort d'ajustement trop rapide, eh bien, on réunit les conditions pour asphyxier l'activité économique en Europe. Or, si vous avez moins de croissance, je m'arrête sur cet exemple. Vous dites, en France, fin 2013, on aura 3% de déficit sur PIB. Voilà. Et on fait tout ce qu'il faut pour. Bon. Vous avez 3% si vous avez 0,8% de croissance, qui vous rapporte X recettes fiscales. Si c'est pas 0,8, mais si c'est 0,4, vous avez moins de recettes fiscales. Donc vous n'avez pas 3% de déficit. Vous avez 3, quelque chose. Vous manquez l'objectif. Et pour avoir l'objectif, il faut serrer encore plus fort la vis budgétaire. Et donc il faut casser un peu plus l'activité économique. C'est ce mécanisme-là, si vous voulez, qui est très dangereux.
Hein. Troisième erreur de jugement, encore que ça peut... Voilà, je cherchais les chiffres du LTRO tout à l'heure, ils sont là. Troisième erreur de jugement, pour alléger le fardeau des États, on va aider les banques. Ça a été la première stratégie, l'avant-dernière stratégie de la BCE avec ce qu'on appelait le LTRO, qui était un plan d'injection donc de 1000 milliards d'euros pour une durée de 3 ans à un taux de 1%. Voilà les chiffres exacts. En réalité, les banques sont venues au guichet de la BCE prendre cet argent et n'ont pas pour autant fait plus de crédit. J'ai un graphique un peu plus loin dans l'exposé qui pourrait le montrer, mais je m'y attarde pas davantage. En réalité, elles ont fait du désendettement, elles ont fait du placement, elles ont consolidé leurs affaires, mais elles ont fait peu de crédit. Alors elles disent à leur décharge, nous on veut bien faire crédit, mais il faudrait qu'il y ait des clients. Personne vient nous demander, il n'y a pas assez de candidats au crédit d'une certaine manière. Ok, c'est vrai, mais c'est la poule et l'œuf. Il y a un moment où il faut y croire un peu. Résumé donc du cercle vicieux dans lequel s'est trouvée l'Europe, une crise des dettes souveraines qui fait pression sur l'activité économique, donc qui entretient une crise économique, qui entretient une crise bancaire, avec des liens et des mécanismes dans tous les sens, donc coût de sauvetage des banques qui pèsent sur les finances des États, doute sur la solvabilité des États, donc qui déprécie les bilans des banques qui ont beaucoup de dettes publiques dans leur bilan, crise bancaire donc qui rejaillit sur la crise économique via le rationnement du crédit, crise économique qui rejaillit sur la crise bancaire par l'augmentation des créances douteuses et des défauts, etc., etc. Et on s'est trouvé dans ce cercle infernal, si vous voulez, pendant des années. On est peut-être en train d'en sortir, mais c'était bien ça la difficulté. Alors, jusqu'ici, on peut dire, ben voilà, la crise européenne, elle est juste européenne. Si on avait été moins con lorsqu'on a fait l'euro, pardonnez-moi l'expression, on n'en serait pas arrivé là. On n'avait qu'à imaginer une zone monétaire adossée à une zone économiquement plus cohérente. Hein, c'est-à-dire que c'était un pari assez fou d'imaginer qu'on puisse créer une monnaie qui ne soit pas adossée à un gouvernement économique. Bon. On est en train de réaliser maintenant que si on veut sauver la monnaie unique, il faut qu'on ait une plus grande solidarité budgétaire, une politique budgétaire donc plus cohérente et un certain nombre d'instruments de gouvernement communs. Mais en fait, si on raisonne comme ça, on s'aveugle, je crois. Cette crise de la dette publique n'a été que la version européenne d'une crise mondiale. Et c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'accélérer un peu. Ces deux petits graphiques qui racontent plein de choses. Vous avez sur on va commencer par la partie droite du diagramme. Donc c'est l'évolution, c'est la part, si vous voulez, des économies avancées et des économies émergentes dans la richesse mondiale de 1980 à 2014 avec une extrapolation de prévision sur les dernières années. En dollars courants. Donc vous prenez une unité de mesure qui est la même, qui est très simple, qui est la valeur du dollar. Et vous voyez que donc la somme de ces deux courbes, ça fait 100, évidemment. L'écart se rétrécit, mais il reste très significatif au profit des économies avancées. La hiérarchie mondiale reste la même, au fond. Les pays industrialisés sont devant. Simplement, cette unité de mesure, elle n'est pas géniale, parce qu'au fond, la question, c'est qu'est-ce que vous faites avec 100 $ quand vous vivez à Pékin et qu'est-ce que vous faites avec 100 $ quand vous vivez à Washington? Vous ne faites pas la même chose. Et comme très peu de Chinois vivent sur le marché international, c'est un peu idiot de mesurer leur richesse à la mesure de ce que nous, on peut acheter avec 100 $ à Paris ou à Washington. Donc il y a une autre mesure, je n'entre pas dans les détails de cet agrégat qui est très compliqué, qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat, en essayant si vous voulez, c'est une mesure de la richesse, en essayant de respecter la valeur relative de ce qu'on peut faire avec 100 $ en Chine ou aux États-Unis. Bon. Quand on mesure les choses comme ça, les courbes sont en train de se croiser. En réalité, la hiérarchie mondiale des économies est en train d'être littéralement bouleversée.
Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé d'abord ça. Ça, c'est la Chine. Vous avez sur la courbe de gauche la croissance des exportations chinoises dans le PIB. Ils sont arrivés à une situation, en 2006, j'ai pas la suite, mais enfin la suite du film ressemble un peu à ce qui précède, où les exportations représentent plus de 40% du PIB chinois. C'est gigantesque. C'est une économie très extravertie. Et quand vous regardez maintenant la part de la consommation et de l'investissement dans le PIB chinois, vous vous apercevez que la part de la consommation décroît et que la part de l'investissement croît. Donc, c'est pas un pays qui s'enrichit et qui redistribue à des consommateurs qui consomment davantage, si vous voulez. C'est un pays qui s'enrichit et qui fait autre chose avec sa richesse. Alors depuis, ils ont essayé, ils sont en train d'essayer, ils laissent filer le salaire minimum, ils veulent créer un marché intérieur chinois. Ils n'y arrivent pas vraiment parce qu'au fond, ils se sont aperçus qu'il ne suffisait pas de donner de l'argent aux gens, parce que quand vous donnez de l'argent à des gens qui n'ont pas de sécurité sociale, en général, ils mettent de côté pour leurs vieux jours, ou quand vous donnez de l'argent à des gens qui vivent dans un monde où se loger coûte très très cher, ils mettent de côté pour acheter un logement. Conclusion, dans les deux cas, ils ne consomment pas ou ils diffèrent leur consommation. C'est pour ça que ça ne démarre pas, que la dynamique endogène de l'économie chinoise ne démarre pas vraiment aujourd'hui. Ils surmonteront peut-être cet obstacle, mais pour le moment, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, tout au long des années 80, 90 et 2000, la stratégie chinoise n'est pas une stratégie autocentrée. C'est une stratégie exportatrice, très tournée vers l'investissement et qui ne cherche pas à développer un marché intérieur. Alors en même temps, c'est très payant. Vous voyez, là, vous avez l'évolution relative des parts de marché en pourcentage des exportations mondiales d'un certain nombre de pays. Chine, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, États-Unis. Tout le monde baisse, sauf la Chine. Et la Chine monte à une vitesse et à des niveaux exceptionnels. D'ailleurs, je crois que personne n'a jamais dépassé 17,5 ou 18% des exportations mondiales. On verra si la Chine y arrive, mais il semble qu'il y ait une espèce de plafond qu'on ne s'explique pas bien. Dans le même temps, évidemment, le décollage chinois a des répercussions sur le reste du monde, notamment en termes d'emploi industriel, puisque la Chine devient l'usine du monde. Vous avez les contractions de l'emploi industriel de 91 à 2010 dans la plupart des grands pays développés, Royaume-Uni, Japon, Allemagne, États-Unis, France, Suède, Corée du Sud, Italie, Espagne. Vous avez, dans le cas du Royaume-Uni, 41%, la France, 28%, c'est quand même beaucoup aussi. Autre phénomène qui va peser sur les équilibres mondiaux, maintenant on va regarder du côté américain ce qui se passe. Il y a aux États-Unis, tout au long de cette période, un vrai creusement des inégalités. Vous avez ici la part des revenus des plus riches dans le total des revenus en pourcentage. Donc le 1% des plus riches possèdent plus de 20% du revenu total un peu avant 1930, au moment du début de la Grande Dépression. Ça tombe à un peu moins de 10% en 70 et ça remonte très nettement, plus on s'approche d'aujourd'hui, au-dessus de 20%. Idem pour les 10% les plus riches. Et ici, vous avez l'évolution du revenu médian des familles, etc. Mais peu importe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, à ce moment-là, il y a un tassement des revenus de la plupart des consommateurs. Les salaires réels sont stagnants, voire orientés à la baisse. Or, 70% du PIB américain dépend de la consommation des ménages. Donc il se trouve dans une situation qui est dans une contradiction indépassable d'une certaine manière. Vous allez voir qu'ils l'ont dépassé malheureusement. Vous, chers consommateurs, je vais vous payer moins, mais vous allez continuer à consommer plus. Voilà. Soyez gentils, soyez compréhensifs. Vous comprenez bien que si vous cessez de consommer comme des cochons, la cabane va tomber sur le chien, comme disait un célèbre commentateur de match de rugby. Et en même temps, soyez raisonnables, on ne peut pas toujours vous payer plus, quoi. Il faut bien que les Man Brothers fassent des bénéfices, quoi. Pour résumer à très gros traits, à coup de serpe, parce qu'il est tard et que j'ai plus beaucoup de temps. Mais comment on dépasse cette contradiction? Par l'endettement, par le crédit. Vous gagnez moins, il faut consommer plus, vous allez vous endetter. Vous allez faire des crédits à la consommation, etc. Donc la dette privée, elle explose à partir de là.
Elle explose parce que c'est le seul moyen de surmonter cette contradiction, sans remettre en cause le modèle de développement, c'est-à-dire le fond de l'affaire. En même temps, il y a un autre facteur dont on a très peu parlé à l'époque, mais qui est vraiment le feu continu sous la marmite, c'est le niveau des prix de matières premières. Avant 2008, plus personne s'en souvient, mais juste avant le déclenchement de la crise, la grande inquiétude, c'est les émeutes de la faim. Vous vous souvenez peut-être que le niveau du riz avait explosé, le cours du riz, ça nourrit quand même 2 à 3 milliards d'individus, le riz, donc c'est pas un produit complètement accessoire. Il y avait eu des morts à Haïti, au Caire, bon. Pourquoi il y a ce mouvement de chauffe sur les matières premières? Ben parce que les émergents consomment énormément. D'abord, il y a un facteur démographique. Ensuite, il y a un facteur de développement économique très rapide de pays qui sont démographiquement très lourds. Et donc, sur les marchés de métaux, sur les marchés de l'énergie, sur les marchés alimentaires, ce décollage économique coûte très cher. Il fait monter les cours. Vous avez un facteur climatique en plus, notamment sur les marchés de matières premières alimentaires, dont la production est peu prévisible. Hein. C'est assez compliqué. On l'a vu cet été sur le marché du maïs ou du blé. Donc tout ça va détruire un des avantages supposés ou escomptés de la mondialisation. On pouvait dire aux Français, ok, vous allez perdre des emplois industriels parce que on va trouver des salariés moins chers pour faire la même chose que vous, aussi bien que vous, etc. Mais vous allez acheter vos baskets et vous allez acheter votre matériel high-tech moins cher. Parce que justement, comme il sera fait plus loin, vous allez y gagner en termes de pouvoir d'achat. Sauf qu'il y a un moment où le jeu ne marche plus, parce que si les matières premières, notamment, augmentent, vous perdez une partie de l'avantage. Et vous le perdez dans des choses que vous ne voyez pas forcément, qui sont des consommations intermédiaires pour les entreprises. Donc vous n'avez plus le bénéfice de gain de pouvoir d'achat. Pour résumer, j'ai dit pour danser le tango, il faut être deux. Ce qui se met en place à cette époque, pour toutes les raisons que je viens de dire, c'est un jeu assez pervers dans lequel, au fond, l'argent qui est gagné par les émergents est placé sur les marchés financiers européens, lesquels peuvent ainsi trouver les capitaux nécessaires pour s'endetter et continuer à vivre comme ils vivent, c'est-à-dire à rester dans l'illusion que leur modèle de développement est soutenable et pérenne, puisqu'il y a de l'argent pas cher qui afflue là et dont on peut disposer. La balance courante en milliards de dollars, vous voyez ici, c'est l'ensemble des pays du Sud, elle est très excédentaire, celle des États-Unis est très déficitaire, mais les courbes sont assez symétriques. Et en réalité, elles sont liées. Et la zone euro plonge sous le niveau de la mer, là, en 2008. Si vous comprenez ce mécanisme, vous avez compris l'essentiel de ce que j'ai à vous dire ce soir. Ça résume un peu les choses. L'émergence des grandes puissances économiques du Sud a plusieurs conséquences. Accélération de la désindustrialisation, pression à la baisse sur les salaires, pression à la hausse sur les prix des produits de base, des matières premières, et pression à la baisse sur les taux d'intérêt via l'excédent d'épargne qui vient s'investir. Ça facilite l'endettement accru, notamment grâce au rôle de médiation de la finance, qui est le grand transformateur, si vous voulez, de cette opération. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, la crise fondamentalement qu'a vécue l'Europe n'est qu'une version européenne de la crise mondiale et des principaux déséquilibres qui ont accouché de ce que nous vivons. Alors, en conclusion, j'ai vraiment très peu de temps, je m'en excuse, en conclusion, quelques remarques. Si on est d'accord avec l'analyse que je viens de vous présenter, on doit tirer deux conclusions principales. D'abord que ce jeu-là n'est pas soutenable, il ne l'est plus. Ça veut dire que, les émergents doivent réfléchir à leur modèle de développement pour les années futures. Pour le moment, les émergents sont très dépendants de ce qui se passe chez nous. En réalité, la courbe de croissance de la Chine, elle est très liée à la nôtre. Quand on consomme moins, ils produisent moins. Ils ont besoin d'un système économique plus autocentré. Et pour ça, ils ont besoin de redistribuer la richesse à leurs salariés, davantage, de créer une sécurité sociale, de faire cet effort, d'entrer, je dirais, dans la modernité économique, politique et sociale. Ils n'y sont pas encore pour beaucoup d'entre eux. Et d'ailleurs, le destin de la Chine n'est pas aussi évident que ce qu'on croit habituellement. La Chine a misé tout son décollage sur le fait qu'elle avait une main-d'œuvre jeune, abondante, bon marché.
Cette main-d'œuvre jeune, abondante et bon marché, elle est moins abondante, elle est moins jeune, et elle va être moins bon marché, pour des raisons démographiques. La grande question sur la Chine, c'est pas est-ce que la Chine va manger les Occidentaux, c'est est-ce que la Chine sera vieille avant d'être riche. Et il y a quelques raisons de penser qu'elle pourrait être vieille avant d'être riche. Côté occidentaux, côté pays industrialisés, il faut inventer un capitalisme d'après la dette, si vous voulez, un capitalisme post-dette. Et il y a deux manières de sortir de l'endettement, de la logique de l'endettement. Il y a la manière, je dirais, de courte vue, qui est de dire, bon, on se serre la ceinture, c'est un mauvais moment à passer, mais après on reprend comme en 40. C'est un peu ce que nous disent les gouvernements européens, enfin ce que disent les gouvernements européens à leur population. Hein. Vous n'y voyez aucune allusion particulière, mais dans un an, la courbe du chômage va faire comme ça, vous allez voir, tout ira mieux, etc. Bon. Et au fond, le récit politique vend l'idée que la normalité, c'est ce qui se passait avant, c'est ce qui se passait dans les 30 Glorieuses, en gros, et que c'est ça qu'il faut retrouver. Bon. Donc, ça fait un moment qu'on patiente, mais ne vous inquiétez pas, bonnes gens, ça va venir, ça va revenir. On peut faire une autre hypothèse, qui à mes yeux est plus sérieuse. C'est, ça ne va pas revenir. On est très probablement entré dans une période de croissance lente et faible pour longtemps. Et il faut arrêter d'avoir pour unique langage politique l'idée que soyez patients et un jour vous aurez à nouveau du pouvoir d'achat, d'augmentation de salaire, etc. À mon avis, je le dis, j'assume ce propos à titre personnel, je pense que c'est pas demain la veille. Est-ce qu'on peut néanmoins définir une politique juste, bonne pour des temps de croissance faible? Ça me semble être là le vrai changement de paradigme. Je crois que oui. Je crois qu'on peut faire un certain nombre de choses utiles, importantes, sans être à nouveau dans les conditions de forte croissance, d'augmentation du pouvoir d'achat, etc. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Il y a d'autres manières, si vous voulez, de soulager les ménages que de leur tenir ces promesses qui ne seront pas tenues ou qui ne le seront pas avant tellement longtemps que, comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Donc, bon. Deux exemples, très rapidement, l'énergie et le logement. J'ai fait un exercice il y a quelques mois dans le journal que je dirige, vous pouvez le retrouver, qui était de mesurer la valeur des choses en temps de travail nécessaire pour les acquérir, au SMIC. Si vous gagnez le SMIC, combien de temps il vous faut travailler pour acheter une place de cinéma, pour acheter une baguette de pain, pour payer votre loyer, etc. De 91 à 2011, le SMIC a beaucoup augmenté. Donc c'est une toise qui arrondit beaucoup les angles. Si quelque chose a augmenté plus vite que le SMIC, c'est que ça a beaucoup augmenté. Je vous rassure, tout a baissé sauf deux choses, l'énergie et le logement. Ce n'est pas des biens accessoires, ce sont des biens fondamentaux pour les gens. Se chauffer, se loger, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie en deux mots. En 2000, les 27 pays qui constituent aujourd'hui l'Union européenne à 27 dépensaient à peu près 80 milliards d'euros d'importation en hydrocarbures. Aujourd'hui, ils en dépensent 480 milliards. Le Brent a beaucoup augmenté, le pétrole, tout ça, je vous passe les détails. Bon. À ce prix-là, est-il raisonnable d'envoyer autant de richesses travailler dehors, ailleurs, dans des pétromonarchies dont... D'ailleurs, les constitutions pourraient donner... Alors, une partie de cet argent revient, puisqu'il y a le PSG, vous voyez... Tout n'est pas perdu. Ibrahimovic est chez nous, rassurez-vous. Et s'il y a bien quelque chose à quoi le salaire des stars de football est corrélé, c'est le cours du Brent. Pour des raisons qui ne sont pas si mystérieuses que ça. Mais l'essentiel ne revient pas. À ce prix-là, ne vaudrait-il pas mieux investir dans l'isolation de nos bâtiments, etc. et faire en sorte que les ménages n'aient pas plus sur la fiche de paye, mais moins sur la facture d'énergie? C'est important pour cette raison économique, c'est important en même temps pour l'écologie. On a un rendez-vous écologique. Premier exemple. Deuxième exemple, le logement. J'ai donné les chiffres tout à l'heure, 3 800 € le mètre carré en France contre 1 300 à peu près en Allemagne. Je passe sur l'évolution du post-logement dans le budget des ménages, mais ça montre à peu près la même chose. La France est dans une situation de pression des coûts du logement sur les ménages qui est assez élevée. Bon. C'est très difficile d'aller voir des salariés qui payent aussi cher leur loyer ou leur maison et de leur dire, vous savez, on a des problèmes de compétitivité, on va être raisonnable, on va vous donner un peu moins d'argent. Bon. Évidemment, un salarié allemand qui paye moins cher son logement vit ça
moins dramatiquement qu'un salarié français qui le vit très cher. Je donne un exemple. Un retraité, en moyenne, en France, touche 1 216 €. Un appartement de 60 mètres carrés en prix social modéré au sud de Lyon, c'est 480 €. On est à des niveaux, si vous voulez, le logement coûte très très cher. Bon. Donc il est important de faire tout ce qui est possible pour que le logement coûte moins cher, que les gens puissent se loger plus facilement. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Libérer du foncier, c'est absolument décisif, et faire tout ce qui est possible pour construire davantage et construire mieux, assez rapidement. C'est un investissement, et ça permettra de tenir un autre discours politique à la plupart de nos concitoyens qui souffrent de choses qui sont très élémentaires, c'est-à-dire une vie chère sur des choses fondamentales. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.